Bonjour, donc je m'appelle Vincent Tabouret, je travaille au DEMAS. Je vais vous présenter mes travaux concernant la recherche et l'élaboration de nouveaux composés pour les applications non linéaires du moyen infrarouge. Cette thèse est dirigée par Bruno Viana de l'Institut de recherche de Chimie Paris et est encadrée à l'ONERA par Johan Petit de ETC2 et Gilles Gullem. Cette thèse a débuté en novembre 2015 et est cofinancée par la DGA. Donc cette thèse vise deux applications. La première application est la détection à distance de composés dans l'infrarouge. On peut voir ici le spectre d'absorption de plusieurs composés dans l'infrarouge, donc de 2 à 14 micromètres, avec des composés tels que le gaz sarin ou la TNT. Et donc on constate qu'ils possèdent tous une certaine signature spectroscopique. Ainsi, en envoyant un signal lumineux sur une cible à analyser et en récupérant le spectre, la lumière rétrodiffusée par cette cible, il est possible d'analyser la composition de cette cible à distance. La deuxième application visée est la défense des aéronefs. Vous pouvez voir ici la signature infrarouge d'un avion, et particulièrement de ses réacteurs. Ce signal va être utilisé par des missiles autodirecteurs pour se verrouiller sur l'avion et aller le détruire. Heureusement, il est possible de brouiller ces missiles en envoyant un signal de forte puissance et accordable en longueur d'onde sur la tête de missile. Donc pour cela, nous avons besoin de sources puissantes dans l'infrarouge et accordables en fréquence. Il n'est pas possible d'utiliser directement des lasers classiques. Pour cela, nous sommes obligés d'utiliser des interactions non linéaires. La technologie qui a été retenue pour ces technologies est ce qu'on appelle les oscillateurs paramétriques optiques. Vous pouvez voir ici un schéma de ce système. Et en fait, ce système, on va utiliser une pompe, en général à 1 ou 2 micromètres, qui va interagir avec un cristal non linéaire présent au cœur du système, qui va convertir cette pompe en deux signaux de plus faible énergie. On va voir ici le schéma énergétique. Donc ce signal qui va être émis, donc c'est ce signal qui nous intéresse, va être en général entre 3 à 8 micromètres. Donc des systèmes optiques ont déjà été réalisés au sein de l'ONERA au défi par l'équipe d'Antoine Godard. Mais par contre, ma thèse ne se concentre pas sur la réalisation du système optique, mais sur ce qu'il y a au cœur du système, c'est-à-dire le cristal non linéaire. Donc je vais vous présenter donc les différents axes de ma thèse, qui se résument en 3 axes principaux. Le premier axe est donc l'élaboration et la caractérisation d'un nouveau cristal pour les OPO, le ZnGa2SE4. Il y a aussi une partie théorique dans ma thèse, 2 parties théoriques même. La première est donc l'utilisation des calculs ab initio pour déterminer les propriétés de ce composé. Et aussi un troisième axe dont je ne parlerai pas aujourd'hui afin de pouvoir décrire plus précisément les 2 points précédents. Ce troisième point est de la simulation du processus de croissance cristalline afin d'optimiser l'homogénéisation. Donc au départ de ma thèse, nous avons donc dû chercher un nouveau cristal à étudier. Donc, qui doit remplir un certain cahier des charges pour être utilisé. Donc tout d'abord, il doit posséder un fort coefficient non linéaire d'ordre 2 et être biréfringent pour pouvoir être utilisé dans les OPO. Il doit aussi posséder une large gamme de transparence de 0,8 micromètres à 12 micromètres, non seulement pour pouvoir utiliser des pompes à 2 micromètres sans aucun problème, et aussi pour qu'il puisse être totalement transparent et travailler dans la bande 3 de l'atmosphère, c'est-à-dire de 8 à 12 micromètres. Le dernier critère que nous avons utilisé est la conductivité thermique, qui doit être au-delà de 2 watts par mètre par Kelvin. Donc nous avons utilisé ce critère car il est supérieur à la conductivité thermique des composés qui sont totalement transparents dans la bande 3 de l'atmosphère, c'est-à-dire de 8 à 12. Ainsi, un cristal qui vérifierait ces 2 critères se démarquerait des autres cristaux disponibles. Donc le composé qui a été retenu est le ZnGa2SE4, que je vais désigner maintenant comme le ZIX. Ce cristal est en fait issu de la même famille d'un autre cristal non linéaire connu, qui est le HgGa2S4. En fait, en remplaçant l'anion par un anion plus lourd, on va faire augmenter ses qualités optiques. Et de même, en remplaçant le cation par un cation plus léger, on va pouvoir améliorer ses propriétés thermiques. Et ainsi, en passant du HgGa2S4, on aboutit au ZnGa2SE4. Donc, une fois que ce composé a été choisi, nous avons pu débuter ses synthèses, son élaboration pour le caractériser. Donc, pour obtenir des monocristaux, qui est donc l'objectif final de cette thèse, il y a 2 étapes. La première étape est donc la synthèse de polycristaux à partir des éléments purs, donc c'est-à-dire zinc, gallium et sélénium. Donc pour cela, nous utilisons un four à 2 zones de température ici, qui présentent donc une zone de faible température afin de recondenser les gaz, les composés volatiles, donc le sélénium, qui risquerait d'augmenter la pression dans l'ampoule et ce qui la ferait exploser. Un four classique n'est donc pas utilisable. La deuxième étape, que je décrirai plus tard, est donc la croissance monocristalline dans un four Bridgman à partir des échantillons polycristallins issus de l'étape précédente. Donc, plusieurs essais de synthèse ont été réalisés. Donc, vous pouvez voir ici l'un des premiers essais de synthèse réalisés. Donc, il y a sur un échantillon de mauvaise qualité avec un grand mélange de phases. Vous pouvez voir ici un échantillon où la qualité a été améliorée grâce à un meilleur contrôle des propriétés thermiques du four. Donc, ce qu'on observe, c'est une démixion de phase
qui est bien illustré par le diagramme de phase que vous pouvez voir donc ici. Ce diagramme de phase nous dit plusieurs choses. Tout d'abord, ce composé a une fusion de type non congruente. C'est-à-dire que si on part d'une composition de notre composé, c'est-à-dire à 50% Ga2SO3, ici, et qu'on refroidit lentement, qui est une condition nécessaire pour faire des monocristaux, quand on va arriver au liquidus, nous n'allons pas former notre cristal, nous allons former une autre phase qui est du ZnSe, la phase qui est observée sur la gauche de l'échantillon. En continuant de refroidir, on va suivre le liquidus, arriver à ce point, le point péritectique, à 67% Ga2SO3. Nous allons enfin commencer la formation de la phase qui nous intéresse, c'est-à-dire le Zix. Le milieu va continuer à s'enrichir en Ga2S3 et arrivé à ce point, nous allons former un mélange de Ga2S3 et de Zix, qui est bien la phase que nous avons observée sur notre échantillon. Donc, une composition qui ressort avec ce diagramme de phase est une composition à 67% en Ga2SE3, qui permet que dès qu'on commence la cristallisation du lingot, on va obtenir directement notre phase. Et donc ce sera cette composition qui sera utilisée pour les croissances que je décrirai plus tard. Une autre remarque que l'on peut faire, c'est à partir de ces lingots polyphasiques, nous avons une partie qui est composée de Zix purs. Nous avons donc pu extraire des lingots de ces échantillons pour débuter la caractérisation du Zix. Donc, qui sont bien évidemment des échantillons polycristallins. Donc la conductivité thermique a été évaluée à 2,3 watts par mètre par Kelvin sur des échantillons polycristallins que vous avez ici. Et donc cette conductivité est vérifie notre cahier des charges. Elle est au-delà de 2 watts par mètre par Kelvin, ce qui est donc une très bonne nouvelle. Un autre paramètre qui a été évalué est son coefficient de dilatation thermique, qui a été évalué à 8,2 10-6 par Kelvin, à température ambiante, ce qui est une très faible valeur, et cela veut dire que le composé se dilate peu à cause d'une élévation de température, ce qui est aussi une très bonne remarque. Enfin, le dernier paramètre qui est très important, c'est sa transmission optique dans l'infrarouge. Donc on se constate que l'échantillon est transparent jusqu'à 17 micromètres. Au-delà, il apparaît des pertes optiques. L'autre remarque que l'on peut faire, c'est qu'il y a une faible transmission à plus faible longueur d'onde. Mais en fait, cette faible transmission provient de l'état de notre échantillon, qui est, je le rappelle, polycristallin. Et cet état polycristallin donc, provoque de la diffusion, ce qui explique la faible transmission à basse longueur d'onde. Enfin, le troisième point qui nous intéresse, c'est donc sa limite à basse longueur d'onde, ce qui n'est pas très visible sur la transmission. C'est pour cela que j'ai mis l'absorption ici, où là on voit bien l'absorption liée au gap de l'échantillon, à 0,5 micromètres. Ainsi, cet échantillon possède une bonne conductivité thermique à 2,3 watts par mètre par Kelvin et est transparent de 0,5 à 17 micromètres. Il est donc meilleur que les cristaux qui sont transparents dans la gamme 8-12 micromètres. Donc, une fois que cette étape a été réalisée, j'ai pu réaliser quelques étapes de croissance cristalline pour essayer d'obtenir des monocristaux. Donc, vous pouvez voir ici le schéma du four Bridgman, qui est donc lui aussi un four à deux zones de température, une zone de haute température en haut et de basse température en bas. Le mélange fondu commence dans la partie haute et lentement descendu à la partie basse pour réaliser la croissance cristalline. Et quand je dis lent, je parle de 0,3 à 0,4 mm par heure. Vous pouvez voir ici le premier échantillon issu de la croissance cristalline, qui n'est pas de très bonne qualité, qui présente donc un mélange de phases et aussi, je ne sais pas si on voit très bien, beaucoup de dendrites, ce qui va limiter le volume utilisable du cristal. Donc, en améliorant la rotation et les paramètres du procédé, nous avons réussi, et en augmentant la quantité, nous avons réussi à obtenir cet échantillon qui présente donc, du Zix pur. Cependant, à cause d'un problème technique, une panne électrique, le cristal a subi un refroidissement rapide, ce qui a provoqué donc l'apparition de nombreuses fissures, abaissant ainsi sa qualité. J'ai quand même pu réaliser la caractérisation de la conductivité thermique de cet échantillon, qui a été évalué à 2,9 watts par mètre par Kelvin, ce qui est donc meilleur que le résultat précédemment, qui était déjà en lui-même très bon. Donc ces résultats vont devoir être confirmés sur des échantillons monocristallins. Donc je vous ai présenté mes résultats expérimentaux. Et qui dit manip expérimentale dit aussi problèmes expérimentaux. Et les problèmes expérimentaux, il y en a eu beaucoup durant cette thèse. Donc quand je parle des problèmes expérimentaux, c'est explosion, rupture de pièces, usure, voire même malchance. Donc, vous avez ici 3 photos de certains de ces événements. Le tube métallique que vous pouvez voir est en fait le tube métallique de protection du four de synthèse afin de protéger les résistances. Et vous pouvez voir à son état qu'ils en ont vécu des choses pendant ces 2 dernières années. Donc ces problèmes ont fait que j'ai dû changer les pièces du four de synthèse, qui est donc à ce moment quasiment totalement remis à neuf. Donc, comme je l'ai dit au tout début, ma thèse présente aussi une partie théorique, c'est-à-dire l'emploi des calculs initiaux qui
peuvent, en général, déterminer des propriétés des composés, telles que la transparence, la conductivité thermique ou électrique, et d'autres propriétés thermodynamiques. Et moi, par contre, pour ma thèse, je me suis concentré sur l'étude des défauts. Lors de précédents travaux sur un autre cristal non linéaire, le ZnGEP2, il était observé que les principaux défauts qui apparaissent dans ces cristaux sont les lacunes en phosphore, en anion. Donc pour ma thèse, je me suis concentré sur l'étude des lacunes en sélénium. Donc pour essayer de déterminer leur contrastion, nous avons besoin de leur énergie de formation. Donc vous avez ici une formule qui nous montre ce que l'on a besoin pour calculer, c'est-à-dire l'énergie d'un atome de sélénium dans son état de référence, l'énergie d'une maille avec une lacune dans ce sélénium, et ici l'énergie de la maille classique dans son état le plus stable. Donc pour cela, j'ai donc utilisé les calculs issus du LEM avec JLUG. On peut voir ici la maille recalculée du Ziggs, après les calculs du LEM, et ici la maille avec une lacune, la lacune qui est présente ici. Et donc ce qu'il me reste à calculer, c'est l'énergie d'un atome de sélénium. Le calcul est aussi long pour le sélénium, car le sélénium présente plusieurs phases stables à température ambiante, et il faut donc que je calcule quelle est la phase la plus stable. Donc les calculs ab initio sont basés sur l'étude du spectre de phonons du composé. Et toujours sur une précédente étude sur les cristaux de ZnGEP2, il a été observé une différence entre le résultat théorique calculé et les résultats expérimentaux. En l'occurrence, c'était principalement une erreur sur la conductivité thermique qui avait une erreur d'un facteur 10, ce qui est donc une erreur non négligeable. Donc pour essayer de mettre à jour et d'améliorer le modèle, avec Gilles et Johan, nous avons décidé de demander une mesure de diffraction de neutrons sur des cristaux de ZnGEP2, qui sont donc plus mûrs technologiquement. Cette diffraction de neutrons nous permet d'obtenir les spectres de phonons expérimentalement du cristal. Vous pouvez voir ici le diffractomètre OLLB qui a été utilisé, avec sur le fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir le mur vert, qui est en fait le mur du réacteur nucléaire. Ici, nous avons le cristal de ZGP utilisé pour la diffraction, qui donc vous pouvez constater est en train de rayonner. Et ici, le spectre de phonons de ZGP, avec les points qui correspondent en fait aux points expérimentaux qui ont été mesurés. Donc vous pouvez constater qu'il va y avoir quelques améliorations à faire. Donc en conclusion de ces 2 années de thèse, donc un matériau innovant a été choisi et synthétisé, le ZnGa2SE4. Ce composé présente une forte conductivité thermique, 2,9 Wh/Kelvin, une bonne gamme de transparence, de 0,5 à 17 micromètres, et un faible coefficient d'expansion thermique, de 10-6 Kelvin-1. Donc rien qu'avec ces propriétés, le Ziggs se démarque de ses autres concurrentes qui sont totalement transparents dans la gamme 8-12 micromètres. D'autant qu'il faut garder à l'esprit que ces résultats ont été obtenus sur des échantillons polycristallins. Cela veut dire que sur des échantillons monocristallins, on s'attend à avoir de meilleurs résultats. Concernant les calculs ab initio, donc la maille cristalline et lacunaire ont été déterminés pour l'étude des lacunes en sélénium. Et concernant le travail de diffraction de neutrons pour les phonons expérimentaux, donc nous avons les phonons expérimentaux de ZGP. Donc le troisième point concerne la simulation du four de croissance cristalline. Donc un jeu de paramètres a été déterminé afin d'optimiser l'homogénéisation du mélange, et ce jeu de paramètres sera utilisé pour les prochaines tests de croissance. Donc les perspectives des prochains mois, c'est donc réaliser des monocristaux de Ziggs et les caractériser pour valider les résultats obtenus sur les polycristaux. Et nous allons aussi finaliser les calculs, l'étude des lacunes de sélénium dans le Ziggs, et finir la correspondance entre l'expérimental et le théorique sur le spectre de phonons de ZGP. Donc en valorisation, j'ai participé à 2 conférences avec un proceeding, soumis une enveloppe solo concernant ce cristal l'été dernier, et soumet aussi une lettre à OpticsLater concernant la caractérisation du Ziggs. Donc 2 participations à des conférences cette année, et si le temps le permet, et les résultats aussi, 3 articles sont envisagés. Merci pour votre attention.